et un jour exceptionnel. On a le plaisir d'accueillir Vincent Lafort. Laurent. Ah oui, j'allais faire. Ah, ça commence mal. Avant, mais désolé. Effectivement, les mathématiques sont une spécialité familiale. Donc, on a la prof de l'IHES qui va nous parler des topos de Grothendieck et de leur rôle en mathématiques. Voilà. Donc, plus précisément, je voudrais essayer d'expliquer à un auditoire large, donc peut-être la plupart d'entre vous n'avez peut-être jamais entendu le mot de topos, ou alors peut-être vous l'avez entendu, mais vous ne savez pas ce que c'est. Donc, je voudrais essayer d'illustrer, d'abord d'expliquer un peu ce que sont les topos, comment ils peuvent intervenir, et pourquoi, à mon avis, ils sont très importants. Donc un titre raccourci de l'exposé, c'est peut-être pourquoi les topos sont-ils importants. Et je précise tout de suite que j'ai préparé cet exposé avec Olivia Caramello, parce que c'est vraiment en parlant avec elle depuis quelques années que je me suis rendu compte que les topos étaient infiniment plus riches ou incomparablement plus riches que ce que j'avais pensé auparavant. En fait, on est en train de préparer un texte écrit beaucoup plus long, qui à un moment sera tapé, qui sera sur mon site. Donc aujourd'hui, ça sera en libre accès. Et l'exposé d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte une introduction rapide à ce qu'on écrit dans ce texte. Donc, comme j'ai énormément de choses à dire que probablement je ne pourrai pas tout dire, je vais d'abord dire le plan de l'exposé, puis peu à peu je vais préciser le contenu. Alors, la partie 1, je vais parler de symétrie et d'invariant. Donc ces notions-là étant revues dans le cadre général des topos que je vais introduire à cette occasion. La partie 2, je vais essayer d'illustrer la richesse et la profondeur des topos. Alors quand je dis topos, je précise qu'il s'agit toujours des topos au sens de Grothendieck, les topos inventés par Grothendieck, maintenant il y a une bonne cinquantaine d'années, au début des années 60. Et je vais préciser ensuite de quoi il s'agit. Et la troisième partie, ce sera les topos comme pont. Alors, pont, ça veut dire pont entre théories mathématiques. C'est-à-dire que les topos peuvent servir à relier des théories mathématiques, même très éloignées. Donc ça, justement, cette théorie-là des topos comme pont, c'est vraiment la théorie que Olivia Caramello a imaginée et qu'elle développe de manière systématique maintenant depuis pas mal d'années. En fait, même pour les deux premières parties, je ne parlerai pas encore de pont, mais je vais les présenter dans la perspective qui sera celle de la troisième partie. C'est-à-dire, je vais vraiment faire des choix de présentation qui auront du sens dans cette perspective-là. Alors, donc ça, c'est le plan général. Donc maintenant, je vais préciser ce que je veux mettre dans les différentes parties. Alors, il y aura une partie, un paragraphe 0 qui sera la notion d'invariant. Des topos. Alors bien sûr, quand on prononce le mot invariant, on pense tout de suite à la théorie des groupes, mais on va voir que la notion de topos est une vaste généralisation de la notion de groupe. Ensuite, alors il y aura un premier exemple important d'invariant des topos, c'est simplement les points. Les points des topos. Donc il y a une notion de point d'un topos qui généralise la notion de point d'un espace, par exemple d'un espace topologique. Ensuite, il y aura un autre exemple d'invariant qui sera les sous-topos d'un topos donné. Donc on verra qu'ils forment un ensemble ordonné
Et c'est une généralisation de la notion de sous-espace d'un espace. Ça contient à la fois les notions de sous-espace ouvert ou fermé ou localement fermé. La partie 3, je la rappelle simplement pour mémoire, c'est le plus classique des invariants des topos. En fait, la raison pour laquelle les topos ont été d'abord introduits par Grothendieck, donc c'est un exemple, mais qui celui-ci est le plus classique, et comme justement il est le plus classique, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est les invariants cohomologiques, qui bien sûr sont très utilisés en mathématiques dans un très grand nombre de contextes, et tous les invariants cohomologiques sont toujours des invariants de topos. Simplement, ce que je voudrais illustrer aujourd'hui, c'est qu'il y a bien d'autres invariants des topos qui peuvent être intéressants que les invariants cohomologiques et qui peuvent être utiles d'une manière totalement différente de l'usage qu'on a l'habitude de faire des invariants cohomologiques. Alors, un autre point que je rappelle également pour mémoire, donc c'est encore un exemple, et là aussi c'est juste pour mémoire, c'est les invariants homotopiques. Donc là, je ne vais pas non plus, je dirai rien là-dessus, parce que en quelque sorte, c'est des invariants classiques, ce qui ne veut pas dire que la théorie est arrêtée, au contraire, actuellement elle est très active, avec le développement de ce qu'on appelle les topos supérieurs, ça concerne ce point 4, mais moi, comme je veux parler d'autre chose, je m'attarderai plutôt sur d'autres exemples. Ensuite, en 5, alors là, je vais donner 5 exemples d'autres invariants, on va dire des exemples de propriétés invariantes. Donc, ce n'est pas des objets invariants attachés à un topos, c'est des propriétés qu'un topos est susceptible de vérifier ou non. Donc, il y en aura 5. Donc, avec certainement des noms que, pour certains, vous n'avez jamais entendus. Donc, par exemple, la propriété d'atomicité, la propriété de bivalence, la propriété de Boole. Bon, vous avez peut-être vous connaissez la notion d'algèbre de Boole, mais là, c'est quelque chose de plus spécifique. La propriété de De Morgan et la propriété pour un topos d'être de type préfaisceau. Donc, c'est 5 invariants complètement différents des invariants cohomologiques, et j'essaierai de montrer que ces invariants peuvent être très utiles. Et puis, peut-être, si je ne suis pas trop pris par le temps, je donnerai 2 exemples de constructions invariantes. Donc, vous voyez, les premiers exemples ici, on associe à un topos un certain type d'objet. Donc, par exemple, les points d'un topos, on dira qu'ils forment une catégorie. Les invariants cohomologiques, ce sont des groupes. Ici, on a des propriétés invariantes, et là, des constructions invariantes, c'est-à-dire qu'étant donné un topos, on lui associe d'autres topos. On construit à partir de lui un deuxième topos, un troisième, etc. Voilà, donc ça, c'est le plan de la partie 1. Ensuite, le plan de la partie 2. Alors, je vais vouloir illustrer plusieurs choses. D'abord, la généralité des topos. Alors, je vais l'illustrer de plusieurs manières différentes, c'est-à-dire le fait qu'on peut associer des topos tout à fait non triviaux et très intéressants et qui demandent à être étudiés, à mon avis, mais j'essaierai de l'illustrer, dans presque toutes les parties des mathématiques, peut-être dans toutes les parties des mathématiques. Le deuxième point que je voulais que j'aborderai, c'est la question de la richesse et de la profondeur technique de la théorie des représentations des topos, ou peut-être, quand je dis représentation, je devrais peut-être dire simplement des présentations des topos. C'est-à-dire les topos sont des objets qui, en un sens, sont des objets imaginaires attachés à des choses beaucoup plus concrètes qu'on appelle des présentations. Mais un topos a une infinité de présentations différentes. Et en fait,
le thème directeur de tout l'exposé, c'est la dualité entre les topos et leurs différentes manières les différentes manières de les présenter. Travailler avec des topos, concrètement, c'est toujours travailler avec des présentations. Mais toute la philosophie que je vais expliquer est fondée sur la possibilité pour un même topos de le présenter de plusieurs manières différentes et même d'une infinité de manières différentes. Alors, le troisième point que j'aborderai, c'est le caractère calculatoire des topos. C'est-à-dire qu'on peut calculer avec les topos. Hein, quand on part d'une présentation, on associe à cette présentation un topos qui toujours va être donc un objet mathématique très abstrait dans lequel il y a beaucoup plus de facilité de calcul que dans l'objet qui sert à le présenter. Le quatrième point que j'aborderai, c'est ce qu'on peut appeler la logique interne. C'est-à-dire que tout topos, la logique interne, tout topos définit une certaine logique. Et des logiques qui peuvent être extrêmement variées et très différentes de celles à laquelle on est habitué. Par exemple, la logique à laquelle on est habitué, avec le principe du tiers exclu, des choses comme ça, en fait, elle est étroitement liée au plus simple de tous les topos, qui est le topos des ensembles. Savoir les ensembles forment un topos, et c'est même le plus simple de tous les topos. Mais la logique inhérente au topos des ensembles a deux valeurs de vérité, le vrai et le faux. En revanche, dans un topos général, on peut avoir beaucoup plus de valeurs de vérité, même une infinité de valeurs de vérité, donc une logique beaucoup plus complexe. En fait, le lien entre les topos et la logique va être également très important dans ce que je vais dire. Et justement, le point 5 que je voudrais aborder, puisque je vais parler même assez abondamment du rapport entre les topos et la logique, c'est la souplesse de la logique. Par exemple, si on la compare avec l'algèbre. Les structures algébriques sont des structures assez rigides. On a du mal à déformer une structure algébrique en une autre, alors que dans le domaine de la logique, il y a une souplesse infinie. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ceci se traduit justement au niveau des topos par leur infinie variété. Voilà. Et donc la partie 3, les topos comme pont, pour relier des théories mathématiques entre elles. Il y aura 3 points. Donc d'abord, la notion d'équivalence de Morita. Alors ici, c'est vous savez peut-être ce que signifie le mot équivalence de Morita entre deux anneaux. Et la notion dont on va parler, c'est une généralisation de cette notion-là, mais qui est vraiment beaucoup plus générale. Le deuxième point, ça sera leur exploitation. Si on a une équivalence de Morita, comment l'exploiter? Et le troisième et dernier point, je vais lui donner un titre un peu imagé, je vais dire, c'est le thème de la dualité entre réel et imaginaire. C'est-à-dire, vous voyez, je vous ai déjà dit, sans même avoir commencé, que les topos sont toujours présentés concrètement, qui partent des choses qui s'appellent des sites ou des théories. Il y a encore d'autres manières de présenter les topos, mais c'est présenté concrètement par des choses qu'on peut considérer comme appartenant au monde réel. Ce que j'entends par monde réel, c'est les théories mathématiques concrètes. Celles auxquelles on est habitué, celles qui nous intéressent, celles avec lesquelles on travaille tous les jours. Et quand on a un tel monde réel concret, eh bien, on peut deviner derrière lui un monde imaginaire qui est le monde qui, pour nous, mathématiquement, va s'incarner dans un topos. Et donc, partant de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le monde réel concret des mathématiques, des grandes théories mathématiques qui sont étudiées, on peut passer dans ce monde imaginaire. Vous voyez, on est là, on est à un niveau concret. Le monde imaginaire, il est au-dessus ou en arrière. Et ensuite,
considérant dans ce monde imaginaire justement des invariants, on peut essayer d'exprimer ces invariants de nouveau en termes concrets. Donc il s'agit de redescendre dans le monde concret. Et là, on peut engendrer de cette manière-là, en fait, une quantité illimitée de résultats qui concernent les théories concrètes. Voilà. Donc c'est un schéma général que je vais essayer d'expliquer. Voilà. Donc ça c'est le plan. Et maintenant je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc où se trouve... Ah oui, voilà. J'efface avec ça. Bon. Alors, donc, je ne recopie pas bien sûr les titres, voilà, paragraphe 0 de la partie 1. Donc, la partie 1 concerne les invariants, enfin, notion de symétrie, notion invariant. Le point 0, c'est la notion d'invariant des topos. Alors, il faut quand même que je dise un mot, sans les définir formellement, parce que faut quand même que je dise un mot de ce que c'est qu'un topos, au moins une idée de ce qu'est un topos. Mais sachant que quand on voit la définition formelle d'un topos, on ne peut pas se douter de leur importance. Donc c'est pour ça que je vais parler beaucoup des topos sans jamais les définir exactement. Je vais m'approcher d'une définition, mais je préfère parce que la définition elle-même, donc par exemple moi-même je l'avais apprise il y a une trentaine d'années et je me suis rendu compte depuis quelques années en parlant avec Olivia que en fait il y a une grande partie de la richesse des topos que je n'avais même pas soupçonné. Alors que j'avais lu, par exemple, tout SGA4, les centaines de pages qui sont consacrées aux topos. Grothendieck, lui, quand on voit ce qu'il écrit dans Récolte et Semailles, lui il avait évidemment compris à quel point les topos étaient riches. Mais, par exemple, la plupart des géomètres algébristes, dont je fais partie, on avait compris seulement une petite partie, en fait, de leur richesse. Alors, donc les topos sont un type particulier de catégorie, pardon. Alors, une catégorie, je rappelle que c'est un objet combinatoire qui consiste en des objets et des flèches. Donc c'est un graphe orienté, avec simplement la possibilité de composer les flèches. C'est-à-dire que le composé de deux flèches est encore une flèche. Voilà, on appelle ça une catégorie. Et donc les topos, c'est parmi toutes les catégories possibles, des catégories d'un certain type. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un topos? C'est, disons, une catégorie est un topos quand elle est équivalente à la catégorie des faisceaux d'ensemble sur un site CJ. Donc alors ici, un site, qu'est-ce que c'est? Donc en général, ici, on va avoir une catégorie, donc cette fois sans restriction. Et ici, ce qu'on appelle une topologie de Grothendieck, c'est-à-dire une notion générale, très très générale, de recouvrement. Donc je ne veux pas préciser plus que ça, parce que, encore une fois, la définition précise n'est pas éclairante en elle-même. C'est-à-dire, elle est simple, tellement simple qu'on se dit, oui, ça ne doit pas être très intéressant. Ben, en fait, si. Alors, donc, plutôt que de donner une définition, je vais tout de suite dire qu'il y a quand même un cas particulier de topos. C'est le topos des préfaisceaux sur une catégorie C. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la catégorie des foncteurs contravariants. Donc, vous voyez, je prends l'opposé de la catégorie C vers les ensembles. C'est-à-dire les manières d'associer à chaque objet de la catégorie un ensemble
et à chaque flèche de la catégorie, une application. Donc vous regardez toutes les manières de faire ça, et ça vous définit un topos. Ce qui s'appelle un topos de type préfaisceau. Ici, il n'y a pas de topologie. C'est-à-dire, on peut rajouter à la catégorie une topologie, ça permet de définir la notion de faisceau, et donc c'est une notion plus générale de topos. Mais les premiers topos importants, en fait, déjà tout à fait non triviaux et très intéressants, sont les topos de préfaisceau. Je peux vous donner tout de suite un exemple, qui sera sans doute familier à beaucoup d'entre vous, c'est les ensembles simpliciaux. Les ensembles simpliciaux forment un topos de préfaisceau. La catégorie, c'est quoi? C'est les objets de la catégorie, c'est les ensembles 0, 1, n. Les objets de la catégorie C. Les flèches, c'est les applications croissantes, pas strictement croissantes, simplement croissantes. Et donc, les préfaisceaux sur cette catégorie, c'est par définition les ensembles simpliciaux. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc... Alors, une notion qui existe aussi, qui est très importante, c'est qu'il y a une notion de morphisme de topos. Alors, si j'ai deux topos, E1 et E2, eh bien, un morphisme de topos, par définition, en fait, c'est une collection de... Vous voyez que les topos sont des catégories, donc ce qui relie les catégories, c'est ce qu'on appelle des foncteurs, de manière générale. Et un morphisme de topos, c'est une collection de deux foncteurs. Donc le foncteur qu'on appelle d'image réciproque, qui va dans l'autre sens, et le foncteur d'image directe, qui va, lui, dans le même sens que la flèche F. Alors, ces foncteurs sont adjoints l'un de l'autre. Celui-ci, je l'ai mis à gauche parce qu'il est adjoint à gauche de celui-là. Donc, celui-là est adjoint à droite de celui-ci. Et, mis à part les propriétés d'adjonction, la seule chose que l'on demande, c'est que ceci, le foncteur d'image réciproque, soit exact. Ça veut dire qu'il commute à la fois aux limites projectives et aux limites inductives finies arbitraires. Voilà. Et il y a pas là, je vous ai donné une définition complète de la notion de morphisme de topos, mais évidemment, si vous avez encore jamais vu ça, c'est pas très parlant pour vous. Sauf si vous êtes habitué aux catégories de faisceaux, vous avez l'habitude de prendre l'image réciproque d'un faisceau, par exemple par une application continue entre deux espaces topologiques. Donc l'image réciproque d'un faisceau et l'image directe d'un faisceau. Par exemple, les invariants cohomologiques, souvent, sont pris en dérivant d'un foncteur d'image directe entre deux topos. Voilà. Et en fait, c'est d'autant plus naturel de parler ici de topos, c'est-à-dire de catégories de faisceaux, que les faisceaux, comme vous le savez certainement, ont été inventés par Jean Leray. Voilà. Donc, alors, plutôt que de donner des définitions, ici, vous voyez, je n'ai pas vraiment défini, je pense qu'il vaut mieux donner des exemples. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le premier exemple de topos, le plus simple de tous les topos, c'est le topos des ensembles. Si vous voulez, c'est le topos des préfaisceaux sur la catégorie qui a un seul objet et un seul morphisme, l'identité. Donc voilà, c'est le topos des ensembles. Alors, un autre exemple de topos très important, c'est le topos classifiant d'un groupe G. Ici, je considère un groupe G. Donc BG, c'est une notation traditionnelle pour le classifiant de G. Vu comme un topos, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la catégorie des ensembles munis d'une action de G. Prenez même, par exemple, d'abord, G un groupe fini. Donc les ensembles munis d'une action du groupe fini. Vous pouvez prendre des groupes infinis aussi, des groupes discrets, vous pouvez prendre aussi des groupes topologiques. Si le groupe est topologique, vous prenez les ensembles avec action continue, les ensembles discrets avec action continue de ce groupe. Ça signifie que les fixateurs des points doivent être des sous-groupes ouverts. Donc ceci, c'est des exemples de topos. Une question qu'on peut se poser, c'est... ici j'aurais dû dire quelque chose, c'est que, vous voyez, on a une notion de topos, de morphisme de topos, et quand on met tous les topos ensemble, il faut dire que comme les catégories, les topos forment deux catégories. C'est-à-dire qu'on a une notion de topos, de morphisme de topos, et puis étant donné deux morphismes de topos, on peut parler de transformation naturelle d'un morphisme de topos dans un autre. Ça forme deux catégories. Et en particulier, il y a une notion d'équivalence de topos.
Ça veut dire que vous avez une flèche dans chaque sens, telle que les composés dans un sens ou dans l'autre sont équivalents à l'identité. Et en fait, ce qui nous intéresse, pour nous, la bonne notion de symétrie, ça va être les choses qui vont être invariantes par équivalence de topos. Pour nous, la notion d'invariant qui va nous intéresser, c'est celle-là. Alors, vous voyez, quand on dit ça, on peut se demander si j'ai deux groupes G1 et G2, je considère leurs topos classifiants, et je suppose que ces topos classifiants sont équivalents en tant que topos. Qu'est-ce que ça veut dire sur les groupes G1 et G2? Eh bien, c'est équivalent à G1 isomorphe à G2 si G1 et G2 sont discrets. En particulier, par exemple, si c'est des groupes finis. En revanche, si vous avez des groupes topologiques, cette équivalence n'est plus vraie. Vous pouvez avoir des groupes topologiques non isomorphes, même par exemple de cardinalité complètement différents, et qui ont les mêmes topos classifiants. Alors ici, vous pouvez faire une remarque, c'est que quand vous... Bon, je suis sûr que la plupart d'entre vous utilisez des groupes tous les jours, et si vous avez une pratique des groupes, vous savez que ce qui nous intéresse en fait, ce n'est pas tant les groupes que les actions de groupe. Et là, vous voyez que ce qu'on est en train de regarder, c'est exactement ça. Quand on a un groupe G, on lui associe le topos de ses actions. Et donc, ça veut dire, si vous avez deux groupes topologiques dont les actions sont équivalentes, ben vous devez considérer ces groupes topologiques comme essentiellement équivalents. Parce que ce qui vous intéresse, c'est les actions, ce n'est pas les groupes. Et donc, ça veut dire que cette notion d'équivalence est meilleure, dans le cas général, que la notion d'isomorphisme de groupe. Voilà. Mais donc, vous voyez que la notion de topos contient celle de groupe, et elle est énormément plus générale. Donc personnellement, je pense aujourd'hui que en fait, la gigantesque généralisation de la notion de groupe à travers la notion de topos peut devenir en mathématiques aussi importante que l'a été au XIXe siècle l'invention des groupes par Galois. Donc en fait, Grothendieck dit ça déjà. Mais jusqu'à présent, très peu de gens l'ont compris. Autre exemple de topos, je l'ai déjà dit, le topos des faisceaux sur un espace topologique. C'est-à-dire n'importe quel espace topologique engendre un topos, qui est le topos des faisceaux relativement à la topologie de cet espace. Donc vous voyez que vous avez une même notion qui, en quelque sorte, comprend d'une part les espaces topologiques, d'autre part les groupes. Bon, et puis vous pouvez marier les deux ensemble, d'ailleurs, considérer un espace topologique muni d'une action de groupe, et vous avez un topos associé, qui est le topos des faisceaux équivariants pour cette action. Vous pouvez marier les deux ensemble. Alors, donc voilà ce que je voulais dire sur les topos, et comme, encore une fois, je l'ai dit, avoir en tête les exemples à ce stade est beaucoup plus important que de connaître les définitions. Alors, donc, je vais regarder le premier invariant, c'est-à-dire les points. Les points d'un topos. Alors, de manière générale, si vous avez deux topos, E1 et E2, vous pouvez leur associer une catégorie, qui est la catégorie des morphismes de l'un vers l'autre. Les objets de cette catégorie, c'est les morphismes, et les morphismes de cette catégorie, c'est les transformations naturelles de morphismes de topos. Donc, et alors, si cette notion-là est un invariant, c'est-à-dire il faut considérer cette catégorie à équivalence près. Si vous remplacez E1 ou E2 par un topos équivalent, la catégorie ici est remplacée par une catégorie équivalente. Donc, ceci est un invariant du topos. Alors, qu'est-ce qu'on appelle point d'un topos? Donc, par définition, c'est la catégorie des homomorphismes du topos le plus simple, le topos des ensembles, vers le topos E.
Donc vous considérez cette catégorie-là, bien sûr, à équivalence près. Et ceci est un invariant du topos. Donc c'est ça qu'on appelle un point. Donc un point d'un topos, un point de E, c'est quoi? C'est simplement un morphisme de topos qui va des ensembles vers E. Alors c'est une vaste généralisation de la notion d'espace topologique, de la notion de point d'un espace topologique. Parce que si vous êtes en train de considérer le topos d'un espace topologique et que vous choisissez un point de cet espace, eh bien, vous savez qu'en ce point, vous pouvez prendre les fibres des faisceaux. Et ceci vous définit un foncteur qui va du topos vers les ensembles. À chaque faisceau, vous associez sa fibre en le point X. Et donc ceci, en fait, est complété par un foncteur d'image directe qui va au contraire des ensembles dans les faisceaux. Ça associe à un ensemble le faisceau ponctuel concentré en ce point. Et ces deux foncteurs sont adjoints l'un de l'autre. Ils définissent un morphisme de faisceau. Donc vous voyez que chaque point de l'espace topologique définit un point du topos. Et ici, il y a une remarque qu'on peut faire, c'est que si on prend un espace topologique général, qu'on lui associe ce topos, eh bien ce topos peut avoir d'autres points. C'est-à-dire il peut y avoir d'autres points que ceux qui proviennent de l'espace. Donc déjà, vous voyez, là, par exemple, quand vous avez ce point de vue, ça vous dit que il y a certains des espaces, en quelque sorte, si on reste avec le point de vue des espaces, en fait, on peut manquer certaines choses essentielles. On peut manquer les points. Je vais donner un autre exemple immédiat. Enfin, immédiat, non, pas si immédiat que ça, mais tout à l'heure, j'ai parlé du topos des ensembles simpliciaux. Qu'est-ce que sont? On peut dire ce que sont les points de ce topos. Ce sont les intervalles. Alors, intervalle en quel sens? Ça veut dire ensemble totalement ordonné, ayant un minimum et un maximum. Donc, par exemple, si vous prenez l'intervalle réel, 0, 1, c'est un point du topos simplicial. Donc, vous avez un foncteur associé, et quel est ce foncteur? C'est la réalisation géométrique des topos simpliciaux. Le x étoile associé à ce point. X étoile en haut, dans ce cas-là, c'est la réalisation géométrique. Et d'ailleurs, vous en déduisez immédiatement que la réalisation géométrique des ensembles simpliciaux commute à la fois aux limites projectives et aux limites inductives finies, ce qui est un résultat tout à fait non trivial. Mais en même temps, vous voyez que n'importe quel autre intervalle, au sens que j'ai dit, définit un point du topos. Il n'y a pas seulement la réalisation géométrique à laquelle on est habitué, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, bon, on peut... alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé du classifiant d'un groupe. On peut se demander quels sont les points du classifiant d'un groupe. Alors, donc si G est un groupe discret, il y a un seul point. Donc la catégorie des points du topos est réduite à un seul objet, et tous les morphismes sont des isomorphismes. Le groupe des isomorphismes est le groupe des isomorphismes de ce point, eh bien c'est G. Vous retrouvez G comme ça. En revanche, si G est un groupe topologique général, calculer la catégorie des points du topos est beaucoup plus subtil. Et là, il n'y a pas qu'un point, il y en a beaucoup. Alors, je vais donner tout de suite un exemple, un autre exemple, qui donc est un exemple, enfin qui est tout neuf, il vient de sortir. Donc c'est un exemple qui est dans le dernier article de Alain Cohn
et Katia Consani, qui cherchent une nouvelle approche de l'arithmétique. Donc, dedans, ils définissent un certain topos qu'ils appellent topos des fréquences. Alors, un topos est associé à un site. Donc, je vais dire quel est le site. Vous allez voir, c'est quelque chose de tout à fait élémentaire. Donc, les objets de la catégorie sous-jacente au site, c'est les intervalles bornés de la droite réelle positive. 0 plus l'infini. Les morphismes, donc ces intervalles, on va les noter oméga. Quand on a deux intervalles, qu'est-ce que c'est que les morphismes dans la catégorie C sous-jacente du premier intervalle dans le deuxième? C'est l'ensemble des entiers n supérieurs ou égal à 1, tel que n oméga est contenu dans oméga prime. Autrement dit, vous faites agir les entiers multiplicativement là-dessus. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça topos des fréquences. Et la topologie, qu'est-ce que c'est? C'est la notion classique de recouvrement d'intervalles. Vous dites qu'une famille d'intervalles en recouvre un autre, si évidemment tous sont contenus dedans, et leur réunion est égale à tout. Bon, alors ceci définit un site, donc là c'est la topologie J. Bon, et puis CJ définit un topos E, et là vous pouvez associer à E la catégorie de ces points, et évidemment quand vous avez une catégorie, vous pouvez lui associer l'ensemble des classes d'isomorphisme d'objets. C'est un ensemble qui est évidemment un invariant moins fin que la catégorie, c'est plus grossier. Donc, vous regardez l'ensemble des classes d'isomorphisme. Et donc, Kohn et Consani ont démontré que ceci s'identifie au quotient suivant. Vous prenez les adèles de Q. Je pense que toutes les personnes qui connaissent un peu d'arithmétique dans cette salle savent ce que c'est que les adèles. C'est un objet fondamental de la théorie des nombres et subtil. Et donc, vous prenez les adèles additives, vous divisez d'un côté par l'action multiplicative de Q, et de l'autre côté, par la complétion de Z agissant multiplicativement. Donc c'est un double quotient, et en fait vous avez ce théorème qui en fait est un théorème difficile. Et alors ça c'est assez stupéfiant, parce que vous voyez que vous avez ce truc-là qui est un truc d'arithmétique très subtil, qui en fait est l'objet essentiel pour étudier par exemple la fonction de zeta, les fonctions L, donc c'est vraiment le début de c'est la partie commutative de la théorie automorphe. Donc on est déjà avec un objet extrêmement subtil et voilà qui s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphisme de points de ce topos défini de manière tout à fait élémentaire. Et là vous remarquez dans la définition vous n'avez pas les adèles. Vous avez un truc de complètement élémentaire. Regardez simplement l'action des entiers sur les réels. Donc je donne cet exemple pour illustrer les surprises qu'on peut avoir dans la théorie des topos. Le dernier point important, mais sur lequel je vais revenir à la suite, parce que c'est le début de développement gigantesque, c'est la chose suivante. Vous prenez un topos E arbitraire, topos complètement arbitraire. Et alors, vous pouvez lui associer des théories. Alors, ce sont des théories au sens de la logique, des théories du premier ordre, comme par exemple toutes les théories algébriques, la théorie des groupes, la théorie des anneaux, la théorie des corps, la théorie des espaces vectoriels, la théorie des modules sur un anneau, tout ça c'est des exemples de théories formulables dans ce qu'on appelle la logique du premier ordre. Donc on peut lui associer des théories du premier ordre, qui vérifient une propriété supplémentaire d'être géométrique.
mais c'est le cas en particulier de toutes les théories algébriques auxquelles vous pouvez penser, T, tel que la catégorie des points de E s'identifie, à équivalence près, à la catégorie, donc que je vais noter comme ça, T mod de 1, ça veut dire la catégorie des modèles ensemblistes de T. Quand vous avez une théorie, par exemple la théorie des groupes, vous pouvez regarder ces modèles. Ça veut dire quoi? Donc c'est les modèles ensemblistes, c'est-à-dire les ensembles munis d'une structure de groupe. Et reliés par les flèches qui sont les applications qui respectent la structure de groupe. Bon, de même pour les modules, pour les corps, pour les espaces vectoriels, pour plein de choses. Tout à l'heure je parlais des intervalles, il y a également une théorie des intervalles. Mais donc, quand vous avez un topos donné, vous pouvez toujours trouver non pas une seule, mais plein de théories telles que la catégorie des modèles ensemblistes de la théorie s'identifie à la catégorie des points. Et on verra après qu'ensemble, en fait, c'est beaucoup, enfin, on peut même aller beaucoup plus loin que ça. Ok. Alors, le deuxième invariant que j'avais annoncé tout à l'heure, c'est les sous-topos d'un topos donné. Alors, vous avez un topos E, et vous vous demandez, vous considérez un morphisme, on va l'appeler J, d'un topos F dans un topos E, donc qui consiste en une paire de foncteurs, d'images réciproques et d'images directes, et vous vous demandez quand est-ce que vous pouvez appeler ça un plongement. Il faut quelque chose qui généralise la notion de sous-espace d'un espace, par exemple. Bon, en fait, donc la bonne définition a déjà été donnée par Grothendieck. Vous allez simplement demander que ce foncteur-là, d'image directe, soit pleinement fidèle. C'est-à-dire que si vous prenez deux objets ici, et leur image là par ce foncteur, eh bien les flèches entre les deux objets ici, et les flèches entre les deux objets à l'arrivée sont exactement les mêmes. Donc ceci s'appelle un foncteur pleinement fidèle, et il s'avère que c'est la bonne notion. Bon, alors maintenant, donc ceci c'est la condition pour que J soit un plongement. Et maintenant, vous pouvez considérer les classes d'équivalence de sous-topos, enfin les classes d'équivalence de plongement. Vous appelez ça les sous-topos d'un topos donné. Et il s'avère ceci. Les sous-topos en ce sens-là forment un ensemble ordonné, tout simplement ordonné par l'inclusion, qui correspond à notre notion naturelle d'inclusion entre sous-espaces d'un espace donné. En fait, cet ensemble ordonné, il a de très bonnes propriétés, c'est-à-dire il a des intersections en fait arbitraires, il a des réunions arbitraires, c'est-à-dire des inf et des sup pour la relation d'ordre, et il a même une autre opération, si j'ai deux sous-topos d'un topos donné, je peux y associer quelque chose qu'on va noter comme ça, A privé de B, donc c'est un autre sous-objet, un autre sous-topos qui est défini par la relation suivante, donc vous voulez que A privé de B soit inférieur ou égal à n'importe quel objet X, si et seulement si A est inférieur ou égal à la réunion de B et de X. Voilà, donc il y a trois opérations, l'opération d'inf, l'opération de sup, et cette opération-là, en quelque sorte, donc A privé de B. Donc ça veut dire que cet ensemble ordonné a une structure particulière, on appelle ça une coalgèbre de Heyting. Bon, mais peu importe le nom. Voilà, c'est une structure assez riche. Alors,
maintenant, vous pouvez vous demander donc, comment exprimer... alors ici, il y a un point important, c'est que si vous remplacez le topos E par un topos équivalent, eh bien l'ensemble ordonné les ensembles ordonnés de sous-topos se correspondent. Donc c'est un invariant. Hein, bon, et alors vous pouvez vous demander comment calculer concrètement cet invariant. Eh bien, ceci est faisable. Alors, il y a deux manières. Donc la première manière, c'est si E est associé à un site CJ, eh bien, se donner un sous-topos de E, c'est équivalent à se donner une topologie J' sur la même catégorie C qui est plus fine. J' contient J. C'est-à-dire il y a plus de recouvrement admissible dans la topologie J' que dans la topologie J. Et en fait, il y a équivalence entre ces deux points de vue. Donc ça, c'est un exemple de calcul d'un invariant du topos en termes d'une représentation du topos qui est donnée. Alors, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, j'étais parti d'un topos E et j'avais dit qu'on peut faire ça. En fait, quand on a une théorie T, on va voir dans quelques minutes qu'à T, on peut associer toujours, de manière canonique, un certain topos, qu'on appelle le topos classifiant de la théorie. Voilà, et donc en fait, ce qu'on a, c'est que n'importe quel topos peut s'écrire comme le topos classifiant d'une théorie, et même de beaucoup. Alors, donc une théorie, c'est quoi? C'est se donner un langage et des axiomes qui régissent... donc, par exemple, je ne sais pas, vous regardez la théorie des groupes. Donc, un groupe, le langage de la théorie des groupes, il est simple. Vous devez vous donner un G, et puis la loi de groupe. Et maintenant, évidemment, il y a des axiomes. Par exemple, l'axiome d'associativité. Vous avez également une flèche qui associe à un élément son inverse. Donc, vous voyez, vous avez G, vous avez une flèche qui va de G fois G dans G, qui est la flèche de multiplication, et vous avez une flèche qui va de G dans G, qui est la flèche de passage à l'inverse. Vous avez également ce qu'on appelle une constante, qui est le choix de l'élément neutre. Et là, j'ai dit complètement le langage de la théorie des groupes. Ensuite, vous avez les axiomes d'associativité, le fait que l'inverse est un inverse. Voilà. Donc, une théorie, c'est toujours un langage et des axiomes. Et quand ensuite vous travaillez dans cette théorie, vous utilisez les axiomes pour démontrer des théorèmes. C'est-à-dire vous essayez de démontrer que telle ou telle chose sont conséquences des théorèmes. Alors, donc ici, la partie 2, qui est due à Olivia, c'est que si vous avez un topos E qui est représenté comme associé à une théorie, donc ça veut dire en particulier que les points de E, c'est la même chose que les modèles ensemblistes de la théorie, eh bien, les sous-topos correspondent aux théories T' quotient de la théorie T, par laquelle vous avez représenté E. Quotient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde le même langage et on ajoute des axiomes. Donc c'est une équivalence. C'est-à-dire se donner un sous-topos d'un topos qui est considéré comme associé à une certaine théorie, c'est équivalent à considérer les théories T' quotient de T, c'est-à-dire écrites dans le même langage avec plus d'axiomes. Donc par exemple, il peut se produire que vous ayez des théories auxquelles vous ne pouvez pas rajouter d'axiomes, sans tomber dans des contradictions. Dans ce cas-là, ça veut dire que le topos n'a pas de sous-topos non trivial. Et ça peut arriver de manière, vraiment avec des topos tout à fait non triviaux, et même, ça arrive souvent en fait. Ensuite, j'avais dit le 3, c'était les invariants cohomologiques, donc je passe, parce que c'est très classique. Le 4, c'était les invariants homotopiques, je passe aussi.
Ensuite, il y avait le 5, alors des exemples de propriétés invariantes. Alors, comme le temps me fait cruellement défaut, je ne vais pas en... enfin, disons... Ouais, je vais quand même... je vais quand même écrire... voyez, vous êtes dans un topos E, et vous vous intéressez aux objets du topos. Hein, encore une fois, un topos, c'est une catégorie, donc ça a des objets. Bon. Et bien sûr, vous avez aussi une notion de sous-objet d'un objet donné. Hein, il y en a beaucoup. Donc un sous-objet, c'est quelque chose qui est donné, un objet donné avec une flèche vers A, qui est un monomorphisme. Puis ensuite, on considère les classes d'équivalence de tel monomorphisme. Ça définit la notion de sous-objet. Et alors, il s'avère que dans un topos, l'ensemble des sous-objets d'un objet donné a lui aussi de très bonnes propriétés. Donc, il a des inf, des intersections, il a des réunions, et puis il a quelque chose qu'on appelle de la manière suivante, c'est-à-dire si vous avez deux sous-objets B et B', vous pouvez lui associer un autre que cette fois vous notez B implique B'. Donc cette écriture désigne un objet qui est associé à B et B'. Donc il est défini de la manière suivante. Pour tout objet, vous avez X contenu dans cet objet B implique B', si et seulement si l'intersection de B' et de X est plus petite que B. Donc, en fait, il y a un unique objet qui est caractérisé par cette propriété. Vous appelez ça B implique B'. Bon. Et donc, l'ensemble des sous-objets munis de ces trois opérations s'appelle non pas une coalgèbre de Heyting, comme tout à l'heure, mais une algèbre de Heyting. C'est une sorte de dual de la structure d'algèbre de Heyting. En particulier, voyez que si vous avez un sous-objet B, vous pouvez lui associer quelque chose que vous appelez la négation de B, notez comme ça. Et c'est quoi ? Par définition, c'est B implique le vide, le sous-objet vide de l'objet que vous considérez. Hein, c'est-à-dire ici, dans l'écriture, vous remplacez B' par le vide. Attendez, je crois que ici... non, je me suis trompé. Ici, c'est comme ça. Hein, voilà, oui, c'est ça. Voilà, donc vous avez voilà, vous avez ces opérations-là. Et puis enfin, ici, quand on s'intéresse aux sous-objets, il y a une notion intéressante qui est qui est la notion d'atome. Vous allez dire que A est un atome si et seulement si A a seulement deux sous-objets, à savoir le vide et lui-même. Dans ce cas-là, vous appelez cet objet un atome. Donc, par exemple, dans le topos des ensembles, les atomes, c'est les singletons, composés d'un seul élément. Alors, ici, donc on va s'intéresser à des propriétés des topos, des propriétés invariantes des topos. Alors, la première propriété qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle l'atomicité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout objet de E est une réunion disjointe d'atomes. Donc, par exemple, le topos des ensembles est atomique, parce que tout ensemble s'écrit comme une réunion disjointe de singletons. De même, si vous considérez le topos des actions d'un groupe, il est aussi atomique. Parce que écrire cette réunion disjointe, c'est simplement considérer les orbites de l'action. Considérez les orbites. Vous avez un ensemble, une unité d'action d'un groupe, vous le décomposez en orbites.
Donc ce topos est atomique. La deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle la bivalence, où on dit aussi topos a deux valeurs. Donc c'est quoi? C'est le fait que l'objet final de E est atomique, est un atome. Il n'a que deux sous-objets. Alors ici, cette propriété est très intéressante parce que supposez que E soit associé à une théorie T. Qu'est-ce que ça veut dire que le topos de cette théorie est bivalent? Ben, ça veut dire une chose très intéressante, c'est que la théorie T est une théorie complète au sens géométrique. Bon, alors je ne précise pas ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous considérez une formule géométrique dans cette théorie, donc je ne dis pas exactement ce que ça veut dire, ou bien elle est démontrablement vraie, ou bien elle est démontrablement fausse. Donc ça veut dire la chose suivante, c'est que si vous considérez n'importe quelle formule, ou bien elle est vérifiée par tous les modèles, ou bien elle n'est vérifiée par aucun. Donc par exemple, je peux vous donner un exemple de théorie complète. Considérez par exemple la théorie des clôtures algébriques d'un corps donné. Cette théorie est complète en ce sens-là. C'est-à-dire qu'une formule est vérifiée dans une clôture algébrique si et seulement si elle l'est dans n'importe quelle autre. Alors vous allez me dire, bah oui, on sait que les différentes clôtures algébriques sont isomorphes. Mais on le sait grâce à l'axiome du choix. Alors cette propriété est vraie même si vous n'admettez pas l'axiome du choix. Alors, la troisième propriété, c'est la propriété de Boole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que vous considérez un objet A et un sous-objet B de A, eh bien, A est la réunion de B et de son complémentaire. Vous voyez, ici, on avait dit qu'il y avait une opération de complémentaire. Dans un espace topologique, ce n'est pas vrai en général, parce que quand vous considérez un ouvert, le complémentaire, c'est quoi? Vous prenez le complémentaire de l'ouvert, c'est un fermé, mais comme vous voulez un ouvert, vous devez prendre l'intérieur. Et la réunion de l'ouvert et de l'intérieur de son fermé complémentaire, en général, c'est pas tout. Donc ça, c'est la propriété de Boole, et du point de vue des théories, ça correspond à quoi? Ça correspond à la loi du tiers exclu. Une théorie T vérifie la loi du tiers exclu si et seulement si, son topos classifiant, voilà, on suppose que E égale T, donc T vérifie la loi du tiers exclu si et seulement si son topos classifiant vérifie la propriété de Boole en ce sens-là. Alors vous avez une propriété plus faible qui s'appelle la loi de De Morgan. Donc c'est la chose suivante, c'est également pour tout sous-objet d'un objet A, vous avez A qui est la réunion du complémentaire de B et du complémentaire du complémentaire. Donc ceci est plus faible que ça. C'est-à-dire si ça est vrai, ceci est vrai a fortiori. Et ça c'est plus faible. Et on peut, en fait, pour toutes les propriétés que j'écris, on peut toujours écrire ce que ça veut dire en termes de théorie de présentation. On peut, si le topos est présenté en termes d'un site, on peut aussi dire ce que ça veut dire en termes de site. Tout ça est calculable. Et la dernière propriété que je veux dire, c'est la propriété que E est de type préfaisceau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le topos E est équivalent à un topos de préfaisceau sur une certaine catégorie. Quelque chose que Grothendieck dit à propos des topos, qui pour lui est extrêmement important, il insiste là-dessus, c'est que les topos
réalise le mariage du discret et du continu. Il dit même c'est le lit à deux places dans lequel le discret et le continu dorment ensemble. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un espace topologique, vous avez un topos associé. Donc ça, c'est, vous voyez, ici vous êtes avec le continu. Mais quand vous avez une catégorie sans topologie, vous avez aussi un topos associé, qui est un topos de type préfaisceau. Donc les topos de type préfaisceau, il faut les comprendre comme les topos de type discret, associés à des catégories sans topologie. Par exemple, tout à l'heure, les ensembles simpliciaux. Vous voyez, il n'y a pas de notion de topologie dans la notion d'ensemble simplicial. On est avec de la combinatoire pure. Mais toutes ces choses, le discret et le continu, donnent naissance, se plongent toutes deux dans le monde des topos. Et donc vous avez, bien sûr, à partir du moment où vous avez à la fois le discret et le continu, vous avez tout ce qui peut être intermédiaire. Il n'y a plus de solution de continuité. Vous n'avez plus le monde discret d'un côté, le monde continu de l'autre. Alors, les théories de type préfaisceau, donc elles sont particulièrement importantes. Et alors, si on a un topos de type préfaisceau qui est associé à une théorie, on peut se demander ce que ça veut dire pour cette théorie d'être de type préfaisceau. Et bien là, il y a une condition nécessaire et suffisante qui a été calculée par Olivia. En fait, tout ça, c'est Olivia qui l'a fait. Hein. Donc ici, il y a trois conditions qui sont intéressantes à écrire. Alors, la première condition, c'est que les modèles ensemblistes de la théorie T, plus... donc il y a une condition, c'est que ces modèles soient finiment présentables. Alors, je vais préciser ce que ça veut dire, mais c'est une condition un peu technique. Dans un premier temps, pensez que modèles ensemblistes de T sont conservatifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une propriété une assertion, une implication formulée dans le langage de T est démontrable dans la théorie si et seulement si elle est vérifiée par tous ces modèles ensemblistes. Voilà, vous allez me dire, toutes les théories intéressantes vérifient cette propriété. En fait, non, parce que vous pouvez avoir, quand vous commencez à penser en termes de topos, vous pouvez avoir, par exemple, des théories très intéressantes qui n'ont pas de modèle ensembliste. Autrement dit, qui ont un topos associé qui n'a pas de point. Il y a des topos très intéressants qui n'ont pas de point. Autrement dit, vous ne commencez à pouvoir exploiter cette théorie que si vous cherchez à les exprimer, à voir ce que sont leurs modèles, dans des choses beaucoup plus subtiles que les ensembles. Ça peut arriver. Mais là, pour les théories de type préfaisceau, en fait, vous voyez tout si vous considérez seulement les modèles ensemblistes. Finiment présentable, ça veut dire quoi ? Les modèles ensemblistes M de T, finiment présentable, ça veut dire que si vous prenez le foncteur des morphismes de M dans quelque chose, ce foncteur commute aux colimites filtrées. Voilà. Donc c'est une définition abstraite, catégorique de la notion de finiment présentable. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que finiment présentable, au sens que je viens de dire, est équivalent à finiment présenté par des formules. Alors ça, c'est le sens concret auquel on est habitué. C'est-à-dire, par exemple, on est habitué à se donner un groupe en termes de générateurs et relations. Et en mathématiques, on fait constamment ça. On construit des objets en termes de générateurs et relations. Autrement dit, un objet, comment est-ce qu'il est défini ? D'abord,